J'aimerais que vous me chantiez Mr. Sandman. Oui, d'accord. Je vais passer parce que... Mais ce qui est beau, c'est quand il y a toutes les voix, enfin quand c'est le mélange de voix. Mais je vais faire un mix, je vais alterner les deux. D'accord. Bong 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 bong. Bong 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 bong. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Bum 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 bum. Don't have nobody to call my own. Bum 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 bum. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, bum, bum. Moi, ce que j'aime bien dans la Belgique, c'est qu'il n'y a pas vraiment de statut. Tu vois, je suis probablement le meilleur cinéaste de ma rue. Les plus connus, c'est les frères Dardenne, très, très évidemment, pour tout ce qu'ils ont fait. Mais c'est... Enfin, en Belgique, enfin, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien habiter là, c'est que j'ai pas du tout le sentiment d'une espèce de pyramide que quelqu'un est mieux ou moins bien que quelqu'un d'autre. Je veux dire, le public va un peu voir nos films. Nos films voyagent un peu. Les films francophones plutôt vers la France, les films flamands plutôt un peu vers la France aussi, mais plutôt vers la Hollande. Et pourtant, on vit dans une espèce de mélange. Il n'y a pas de roi du bac à sable. Et c'est plutôt quelque chose d'agréable. Ce qui fait que quand il se passe quelque chose de bien pour quelqu'un, en général, tout le monde est content. C'est le sentiment que j'ai. Et quelle heure? L'heure qu'il était hier à la même heure. Ah, je suis. Au départ, j'avais fait un documentaire sur les Jeux Olympiques pour handicapés mentaux. Et c'est un milieu que je ne connaissais pas du tout. Et je me suis incroyablement senti bien et je me suis incroyablement amusé. Et j'arrivais d'abord en tant que documentariste à rien faire parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui, au milieu du plan, rentrait face caméra et commençait à dire qui il était et kidnappait quelque part le documentaire, faisait bifurquer tout ça dans tous les sens. J'ai rencontré des gens qui avaient envie d'être filmés, tu vois, envie d'être regardés, envie d'exister aux yeux du monde, et qui étaient des comédiens super, des comédiens formidables. Donc à ce moment, après ça, j'ai fait des films qui étaient à moitié écrits, mais à moitié improvisés aussi, avec eux, caméra à l'épaule, sous la forme du documentaire, mais qui était de la fiction. Et puis Pascal a joué dans Toto, et c'était vraiment un plaisir d'avoir cette espèce de contrepoint au personnage principal. Et quand Toto a eu la chance d'avoir un peu de succès, ben, c'est un peu comme au Carousel, quand tu as la floche, ben, tu as un tour gratuit, donc je pouvais faire le film que je voulais. Je me disais, si je ne fais pas ce film-là maintenant, peut-être j'aurais jamais l'occasion de le faire. Et donc j'ai fait un film dont le personnage principal était un trisomique, et qui était écrit pour Pascal, et c'était une fête à tourner. J'ai l'impression que quand je développe un synopsis et puis que j'essaie de le développer en traitement, etc., très vite j'ai l'impression que je suis au bout de... Enfin, si je définis trop à l'avance ce que je vais écrire, je m'ennuie au bout de quelques kilomètres. Et la manière dont j'arrive à nourrir mon propre plaisir, c'est en fait de ne pas savoir ce que je vais écrire. Et j'écris donc d'abord sur des petites fiches, j'accumule des idées qui viennent comme ça au fur et à mesure des mois, parfois des années. Et puis quand j'ai assez de fiches et que je vois qu'il y a des ponts entre eux, je les étale sur des tables. On va voir la première table, le premier acte, deuxième table, deuxième acte, troisième table, troisième acte. Et puis il y en a qui vont ensemble, qui se répètent. Il y en a qui...
qui ont un lien entre elles. Alors je fais un petit tas où je fais une agrafe ou je les résume sur une autre. Et ça donne aussi ce style que j'aime bien qui est déconstruit, où on a l'impression que de ne pas assister au déroulement réaliste des événements dans une unité de temps, une unité de lieu, ou dans une progression géographique ou dans une progression de temps, mais de tout le temps sauter du coq à l'âne, de tout le temps sauter d'une époque à l'autre, d'une idée à l'autre, d'un lieu à l'autre, et un peu comme fait la mémoire, ou comme fait l'imagination, ou comme fait le rêve, et de pouvoir comme ça rassembler des choses qui dans le déroulement linéaire de la vie sont disparates, mais qui tout d'un coup, en faisant le même travail que fait la mémoire ou le rêve, ou l'imagination, de les assembler. Ce qui est en fait la description plutôt du processus dont notre esprit assemble les choses, assemble les perceptions de la réalité qu'on a, et essaye de donner un sens. Vainement, à mon avis. Mais c'est ce style-là qui m'intéresse. Jusqu'à mes 8 ans, j'étais tout le temps avec une petite fille qui était un peu comme ma sœur, dans le sens qu'elle partageait toutes mes journées aussi loin que je m'en souvienne. Et cette intimité avec quelqu'un de l'autre sexe au moment où c'est pas encore sexuel, même si ça l'est déjà, c'est quelque chose de très précieux, je trouve. Moi, je pense que ce qu'il y a de beau dans les histoires d'amour, c'est qu'il y a de l'amour. Enfin, mais je pense pas qu'il y ait une histoire d'amour qui est facile. Et effectivement, dans Mr. Nobody, là, c'est plutôt assez... même si le film a l'air assez fou, les trois relations amoureuses, c'est sur la symétrie ou la dissymétrie amoureuse. Elle l'aime, il l'aime, elle l'aime, il l'aime. Il n'est pas sûr de l'aimer, elle n'est pas sûre de l'aimer, il l'aime. Et sur le déséquilibre amoureux, mais dans les trois histoires d'amour, il y a de l'amour. Et il y en a une qui est longue et compliquée, mais où il y a de l'amour. Il y en a une qui est courte et torride, et où il y a de l'amour. Mais est-ce que c'est plus intéressant de vivre une histoire courte et torride ou une longue et compliquée? J'ai pas de réponse. We're all very worried about you, Nemo. Everyone hopes you'll be back in the office soon. C'est pas une Je suis pas au sein du cinéma dans le sens que j'ai pas de carrière, je fais pas de carrière, je fais juste des films. Je pourrais arrêter d'en faire, mais j'ai encore envie d'en faire. Je ne pense pas qu'ils sont nécessaires, donc je pense pas que je dois faire une œuvre dans le sens, une suite de films qui raconterait en dehors de ce qu'ils sont une œuvre. Si je pouvais changer de nom à chaque film, je le ferais. Et faire chaque fois le premier. Et quand je prends 10 ans pour faire un film, c'est parce qu'il me faut 10 ans pour faire un film. Et c'est pas pour faire la meilleure carrière possible, la plus grande carrière possible. Je crois que l'exercice d'être cinéaste, c'est est-ce que tu peux être heureux si tu n'as pas d'argent et pas de reconnaissance? Et si tu n'as pas besoin d'argent et pas besoin de reconnaissance, tu as une chance de pouvoir être heureux. Et la manière dont... quand je fais des films, je pense pas que si j'en faisais 2 fois plus, il serait mieux. Et j'ai pas l'impression non plus que s'ils avaient plus de succès, ça me rendrait très très content. Mais ça changerait rien au film non plus. Donc, et je ne sais pas ce que c'est le succès. Est-ce que le succès, c'est le nombre d'entrées que tu fais? Est-ce que le succès, c'est combien de temps ça reste dans la tête des gens qui l'ont vu? Combien d'années ça reste dans la mémoire de ceux qui l'ont vu? Est-ce que le succès, c'est ce que moi-même, je pense, de mon film? Pour ça, Mr. Nobody, c'est mon plus grand échec et mon plus grand succès. C'est mon plus grand échec commercial, mais je ne peux pas faire mieux.
Enfin, c'est mon plus grand succès personnel, dans le sens que j'ai l'impression que j'ai fait le film le mieux que je pouvais faire. C'est mon film préféré. Mais bon, parfois, tu vois, parfois le retour est inversement proportionnel. Il n'a pas été distribué aux États-Unis, il n'a pas été distribué en Italie, il a été distribué en Angleterre, mais uniquement en DVD. Au Canada aussi, je crois. Au Canada, oui, mais ça n'a rien fait du tout. Après, on passe plus que par des moyens de diffusion alternatifs qui sont, j'espère, être piratés. Tu vois, j'espère qu'il y ait du téléchargement égal pour mes films dans les pays où il n'est pas distribué, où personne ne peut le voir. Parce que c'est la dernière chance c'est la dernière distribution qu'il existe quand l'autre n'a pas fonctionné. Le cinéma, c'est à la fois un art et c'est à la fois une industrie. Et c'est deux enjeux qui au mieux se complètent et quand ça va pas, qui n'ont pas les mêmes intérêts. C'est comme une usine de machines à laver. L'important, c'est la pérennité de l'usine et qu'il y ait toujours cette machine à fabriquer des films qui existent. Et pour les cinéastes, c'est de faire un film, un seul, qui parfois trouve de la place dans ce flux, qui parfois trouve pas de la place, qui n'a pas la forme du tuyau. Et les financiers sont, pour l'expérience que j'en ai, plutôt des gens superstitieux, parfois irrationnels, parce qu'effectivement, ils doivent jouer des sommes d'argent importantes sans qu'il y ait la moindre garantie de retour. Donc personne ne sait pourquoi un film marche ou pourquoi un film ne marche pas. Personne ne sait si un film va marcher ou ne marche pas. Donc les choix et les attitudes, ça dépend. Tant qu'ils ont confiance, ça se passe bien. Et puis quand ils ont peur, c'est terrible. En général, quand je lis une critique, je prends toujours le journal à l'envers pour pas pouvoir lire. Et puis après, au bout d'un jour ou deux, quand même, je le retourne pour voir ce qui est écrit. Et après, je passe une super mauvaise journée. je peux faire semblant que je passe outre, que c'est pas grave, que c'est leur métier, qu'ils s'adressent pas à moi, qu'ils s'adressent à leur lecteur. Mais ça fait quand même, à long terme, mal dans la chair. Et c'est pas pour ça qu'ils ont tort, tu vois, non plus. Donc je pense qu'il y a cette espèce de malentendu qui est comme mon chien entend des sons que j'entends pas, comme un papillon voit des couleurs différentes des miennes. Qu'est-ce qui résonne? Quelle est la perception de quelqu'un qui, en plus, doit écrire son avis, ce qui n'est pas simple, qui, en même temps qu'il voit un film, doit se poser la question de je dois écrire quelque chose sur ce film. Quelle est sa perception et pourquoi je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais voilà, bon, on a des mauvaises critiques, ça fait mal, mais c'est comme ça. À une époque où, pour faire des films, il fallait des laboratoires, la pellicule, le négatif, le positif, beaucoup d'argent, beaucoup de lumière pour éclairer, parce que les pellicules n'étaient pas sensibles, ou moins. Et maintenant, en général, il y a trop de lumière, il faut la cacher. J'aimerais bien faire du cinéma comme on a un groupe de rock dans son garage, tu vois. Passer de l'orchestre symphonique à quelque chose qui est la petite formation. Et avec les outils de maintenant, essayer de trouver une forme la plus légère possible pour raconter différemment, parce que je pense aussi que quand on change d'outil, on change la manière de raconter, on change aussi les sujets qu'on aborde. C'est un chouette métier, le cinéma, c'est un chouette métier pour ceux qui savent pas ce qu'ils feront plus tard. Je pense que ça permet de rêver toutes les vies. En fait, faire du cinéma, c'est rien foutre et rêver des vies. C'est un chouette métier pour les paresseux. Sandman, I'm so alone. Bum 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 bum. Don't have nobody to call my own. Bum 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 bum. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Avec toutes mes excuses.